donc je viens d'activer le micro, il n'était pas activé. Vous avez présenté donc la communication de M. Soukhal, et c'est bien dommage qu'il ne soit pas parmi nous. Monsieur, pour continuer dans la continuité de cette communication, M. Baïs, effectivement, voulait intervenir aussi pour cette question de production fourragère dans le sud. Et on va le laisser parler maintenant avant de passer la parole à M. Omar Bessaoud qui va nous traiter sur la question oasienne. Donc, Idil Baïs, c'est à vous. Activez le micro. C'est bon. Oui, je crois que Hadj a dit pratiquement tout. Je rajouterais peut-être juste une phrase. C'est un peu la production animale est un peu symptomatique de ce que j'ai dit tout à l'heure, comme complémentarité en termes d'espaces territoriaux entre le sud et le nord. En fait, ce qu'a développé notre ami, c'était en fait que le sud soit producteur de fourrage parce que il est impossible de produire toutes les quantités qu'il faut, j'allais dire fourragères, pour l'ensemble de la production nationale, encore moins pour les importations de poudre de lait. D'ailleurs, il a fait un exercice un peu illustrant un peu cette question, à savoir que pour à peu près les 300 000 tonnes de lait que nous importons, il faudrait à peu près 300 000 hectares de maïs et 60 000 hectares de luzerne. Voilà un peu la dimension du problème. Il rajoute aussi que donc, dans le sud, comme on a les espaces, comme on a de l'eau, bien sûr, utilisée rationnellement, parce que beaucoup disent non, mais le maïs, c'est impossible dans le sud, ça consomme de l'eau, mais tout consomme de l'eau en réalité. Après, ça dépend quelles sont les productions que vous faites, quelles sont ses rentabilités et quelle est la valeur ajoutée que vous en tirez. Et là, justement, l'idée a l'air séduisante de produire des fourrages dans le sud, de les déshydrater, de les stocker et de les transférer vers le nord du pays. Je pense qu'on n'a rien inventé. Hein. Il y a énormément de pays comme la France où il y a des zones naisseuses, des zones engraisseuses et comme vous le voyez aussi, quand il y a un peu de sécheresse, des transferts d'une région à une autre. Donc l'idée peut être mise en pratique à mon avis parce que on ne trouvera jamais 400 000 hectares dans le nord à cultiver avec bien sûr des rendements conséquents parce que c'est en irrigué, ce qui n'est pas le cas du nord du pays. Voilà. Merci Idil. Donc, Monsieur Omar Bessaoud va prendre le relais avec une communication qui est le système oasien et les voies possibles. Monsieur Bosselman, est-ce que je peux intervenir? Monsieur Omar Bessaoud, vous êtes à l'écoute là? Oui, oui. Très bien, ben c'est à vous. C'est à vous. Merci. Vous m'entendez là? Oui. Bien. Bonjour à tous et merci. Monsieur Bosselman, est-ce que je peux? Pardon? Monsieur Kemassi? Oui, je peux intervenir. Est-ce que je peux intervenir concernant les forages? D'abord, on va vous donner la parole tout à l'heure. Oui, effectivement, okay. le programme a un petit peu changé, hein, puisqu'on a l'intervention. Elle s'est faite avant, donc vous allez intervenir juste après, d'accord? Ok. Bien. Bien. Vous m'entendez là? Ça va? Oui, on vous entend, Omar, c'est bon. Bien. Merci donc de cette invitation. Je voudrais simplement dire que, bon, nous avons, enfin, c'est pas moi, c'est Filaha Innov, le groupe de réflexion, et Tolba avait déjà organisé quelques débats autour de ces questions-là. Et ces débats ont débouché sur la réalisation d'un ouvrage qui devait sortir il y a une semaine. Malheureusement, notre éditeur, Dahou Abdallah, qui on souhaite un prompt rétablissement, est malade. Et donc, ça a retardé la parution de cet ouvrage qui résume un petit peu déjà un état
des discussions, des débats, y compris, on a intégré dans cet ouvrage, vous le savez, M. Bilsman, un résumé du mémorandum, donc des recommandations que vous faites, avec évidemment d'autres recommandations qui viennent d'associations oasiennes, hein, d'un réseau d'associations. Bien. Alors, mon intervention, après une remarque préliminaire, va porter à la fois sur, très rapidement, l'état des lieux du système, de l'agrosystème oasien, avec les difficultés, les menaces. En deuxième point, un peu les enjeux avec les objectifs à viser pour une relance. Et je conclurai rapidement par un rappel de quelques points, je dis quelques points, qui pourraient constituer un petit peu la trame, qui constituait la trame d'un plan national stratégique de refondation du système ou des systèmes oasiens. Alors, la première remarque, c'est que moi, je ne pense pas avancer des choses originales et tout à fait nouvelles. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture saharienne, dans ses différentes, je veux dire, dans les différents modèles, hein, que ce soit l'agriculture à grande échelle ou l'agriculture oasienne traditionnelle, est aujourd'hui l'objet d'une attention et d'une recherche assez soutenue dans les milieux, hein, dans les milieux académiques et même dans les centres d'études. Donc, on a ces 10 dernières années un renouveau de la recherche autour justement qui est tracté par ces questions qui tournent autour de l'agriculture oasienne. Et donc, nous disposons d'un capital de connaissances et de production scientifique et d'études assez remarquable qui dresse un état des lieux de toutes les formes, à la fois celle de l'agriculture à grande échelle, mais aussi de l'agriculture, la mise en valeur par la PFA, et puis au niveau des oasis, des différentes formes d'oasis, qu'elles soient celles des Fogaras, celles des oueds, des vallées, des vallées et plaines alluviales, ou alors celles des forages. Donc on a une description, on a des connaissances qui ont été accumulées, on a une très belle carte des connaissances qui portent sur cette question. Moi, je vais rappeler uniquement quelques points autour de ce diagnostic. Alors évidemment, tout le monde sait que le système oasien connaît une crise assez importante, et cette crise, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Il y a d'abord l'héritage colonial, puisque la colonisation, vous le savez, au 19e siècle a coupé, et notamment au 20e, avec la création des territoires du Sud et le contrôle des territoires du Sud, a coupé les routes de communication et les relations de communication avec l'Afrique sahélienne, et donc, bien entendu, assécher un petit peu le gisement d'emploi de main-d'œuvre qui était mobilisé dans ces oasis, qui permettait le développement et l'entretien des infrastructures, je pense essentiellement au Fougara. On a eu évidemment, mais les plus grandes transformations, les plus grandes mutations ont eu lieu depuis l'indépendance. C'est les 50 ou 60 dernières années. Alors on le sait, et accéléré en particulier depuis les années 70. Et depuis les années, si vous voulez, 70, on a une politique des régions, et notamment une politique Grand Sud, pour l'occupation du Sud, avec l'amélioration des infrastructures, à la fois l'électrification, les moyens de communication, le développement des industries et des services. Tout ça a modifié quasiment le mode de vie de ces régions. On a eu bien sûr, vous le savez, l'explosion démographique. Les populations ont été multipliées par 5 à peu près. Je regardais les statistiques hier, 660 000 habitants pour les régions sud. En 1954, aujourd'hui on est à près de 4 millions d'habitants. On a une urbanisation qui a été aussi massive. Je ne sais pas, Ouargla qui comptait 14 000 habitants, on compte 10 ou 15 fois plus aujourd'hui. Et je passe sur Adrar et d'autres métropoles du Sud. L'explosion des marchés, qui explique d'ailleurs
la mise en valeur des années 80, donc une très 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 forte demande, et donc enfin les effets d'une politique, des politiques publiques. On a eu des politiques, que ce soit alors la première qui a eu un effet, ça a été la révolution agraire. Il y a eu un effet sur les systèmes moisiens traditionnels qui a modifié les rapports d'abord sociaux entre Harratin et propriétaires et aristocratie qui avaient le monopole de l'eau et des palmeraies, la mise en valeur avec la PFA et plus tard les concessions. Alors, évidemment, tout cela a eu, comme vous le savez, un certain nombre d'effets sur l'agriculture oasienne, avec un problème de mobilisation de main-d'œuvre, un problème d'infrastructure, donc de dégradation des infrastructures. Je pense à l'assèchement des faux gras avec les concurrences, mise en concurrence avec les forages. Je pense aussi à toutes ces dégradations liées à la salinité, à l'ensablement, au manque d'entretien, à la prolifération des parasites, le vieillissement des vergers et, si vous voulez, l'une des conséquences les plus importantes qui ont ébranlé le système oasien, c'est l'organisation sociale. Vous savez que le système oasien, c'est quoi en fait? Le système oasien, c'est bien sûr le socle, c'est la palmeraie, c'est l'orsat, mais c'est aussi toute une organisation sociale pour l'exploitation et la gestion sociale de l'eau. Et cette gestion sociale de l'eau par les communautés locales, traditionnelles, a été complètement ébranlée justement du fait des transformations qu'ont subies ces communautés et ces organisations sociales. Alors évidemment, aujourd'hui, les menaces qui pèsent pour compléter le tableau, ce sont des menaces liées à la ressource en eau, sa disponibilité, son usage, soit une soit une sur-exploitation. Donc il y a des problèmes, véritables problèmes d'utilisation et de mobilisation. La question des sols et de leur qualité, de l'accès au foncier pour une bonne partie des nouvelles générations, l'érosion des patrimoines génétiques. On sait que beaucoup de cultivars disparaissent, qu'on a aujourd'hui de plus en plus de spécialisation autour de quelques variétés, et aussi donc la question de ces sociétés, de leur renouvellement, des renouvellements de génération dans ces oasis, et qui sont une condition sine qua non de leur fonctionnement. Et enfin, menace que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est celle du changement climatique. J'en viens aux enjeux. Alors, au niveau des enjeux, bien sûr, moi j'en identifie deux. C'est la question de la durabilité dans ses multiples dimensions, économiques, sociales et environnementales. Et puis aussi durabilité au niveau institutionnel, donc des organisations et des institutions de gestion des ressources locales. Et puis évidemment la question de la sécurité, plus que la sécurité, la souveraineté alimentaire. Alors la sécurité alimentaire de ce territoire, mais aussi leur contribution à la souveraineté alimentaire de notre pays. Alors, quels sont les objectifs? Bien sûr, les objectifs à viser aujourd'hui, c'est résoudre cet ensemble de questions, c'est voir comment refonder le système oasien dont on connaît toutes les vertus, dont on connaît la qualité, dont on connaît un petit peu la contribution à la fois à l'emploi, mais aussi à l'approvisionnement alimentaire des territoires et des villages, des territoires donc, et des villages. La question aussi de l'enjeu, c'est celle de la consolidation des organisations communautaires. En gros, aujourd'hui, on parle d'acteurs locaux, etc. Mais en gros, le socle, c'est un peu les communautés villageoises, les communautés au niveau des ressources, et aussi, bien entendu, la finalité économique qui est celle de nourrir et d'employer de façon générale.
Alors, évidemment, je voudrais quand même nuancer le fameux constat lié aux politiques que j'ai évoqué tout à l'heure. Les politiques ont eu des effets sur le système oasien, pas toujours positifs, mais c'est à nuancer, puisque, et ça c'est des travaux récents qui le montrent, il y a eu des formes d'appropriation de la modernité par des oasiens qui ont reconstitué sur les nouveaux périmètres des petites oasis, sur des petites et moyennes exploitations, ce que j'avais pu observer dès le début des années 90. Il y a eu une hybridation au niveau des formes sociales, où on a combiné la forme associative avec la forme communautaire traditionnelle dans la gestion sociale des ressources en eau. Donc tout n'est pas noir, il y a eu une espèce de résistance, même de résilience d'un certain nombre d'oasis du fait justement des apports liés à la mise en valeur et aux nouvelles formes de concession. Bon, il y a des exemples où certains ont utilisé les forages pour réalimenter les fogaras et donc entretenir les palmeraies dans un certain nombre de communes. Et je pense notamment à une thèse que je connais, qui est celle d'Ida Salem, récente, elle a été soutenue l'année dernière, je crois, et qui montre justement ces formes hybrides au niveau des règles de gestion et des techniques qui allient modernité et voilà. Alors si j'en parle, c'est précisément là qu'est un petit peu la voie, c'est comment aujourd'hui intégrer, parce qu'on n'est pas dans une vision passéiste, on ne peut pas être dans une vision passéiste, disons le progrès est là, comment intégrer les techniques modernes, comment intégrer les formes modernes, y compris d'organisation, qui sont aujourd'hui à privilégier afin de refonder le système oasien. Bien sûr, je pense que la crise actuelle est une excellente opportunité. Les difficultés que nous avons sont une excellente opportunité pour élaborer un plan national stratégique de refondation, de reconstruction, de relance de cette agriculture oasienne. Alors, qui devrait, attention, plan national, mais qui devrait tenir compte des spécificités régionales? Parce qu'on a des systèmes qui sont finalement diversifiés, puisqu'on a des oasis de montagne dans les Aurès, Michonnesch, la région de Biskra, le gorge de Gonfie, des oasis de vallée, d'herbe, de Daïa, des oasis de Fogara, de route, de Séguia, de bassins de retenue, mais aussi des oasis de forage. Donc, il y a une espèce de variété avec des formes sociales, avec des techniques, avec des règles qui sont relativement, et des spécificités au niveau des cultures qui sont relativement différentes. Et donc, on devrait intégrer ces spécificités pour relancer ces... Voilà. Alors, je vais pas... Alors, en intégrant, bien sûr, vous le savez, vous avez la palmeraie, mais à l'intérieur de la palmeraie, vous avez des exploitations, qu'elles soient petites, moyennes, des micros, mais aussi des jardins familiaux. C'est l'ensemble de ces formes sociales qu'il faut mobiliser, qui vont, si vous voulez, de l'exploitation traditionnelle, la micro-exploitation jusqu'au jardin familial au niveau des familles, au niveau du RSA. Alors, au niveau des mesures, moi, je n'invente rien. Hein. Je vous renvoie à toutes les études et notamment à la fois au mémorandum. Beaucoup de choses ont été dites par IDIR, mais aussi à une dernière étude qui a été faite par des associations, c'est Oasis Développement. Alors, dans le livre, il y a un résumé de l'ensemble des propositions et recommandations. J'en ai repris quelques-unes, mais il y en a plein. Je veux dire, toutes les études, toutes les recherches, toutes les thèses, et Dieu sait, et les centaines d'articles qui ont été produits sur la question fourmillent de recommandations. Alors, c'est renforcer les infrastructures, évidemment, les infrastructures techniques. Ça va des fogaras au bassin de retenue, en passant par les forages, les puits, etc., combiné à l'énergie, bien sûr, énergie renouvelable. Je crois qu'il y a la feuille de route et les orientations se fondent aujourd'hui sur la mobilisation des énergies renouvelables.
Il y a un deuxième point qui est très important, qui, à mon avis, est aussi important que le premier, c'est la consolidation des institutions, des formes d'organisation des acteurs, des formes communautaires qui aujourd'hui développent des formes de solidarité, d'entraide et qui sont dotées de ressources en hommes pétris de savoir, de savoir-faire, etc. C'est aussi le renforcement de l'environnement et du cadre de vie. Quand je pense à l'environnement, c'est l'ensemble de l'environnement, c'est l'accès au marché, c'est les routes, les moyens de communication, l'électrification, le cadre de vie, l'habitat. C'est la requalification des savoirs et des savoir-faire combinés à leur intégration aux techniques modernes qui vont du goutte à goutte, donc de l'irrigation localisée en passant par les nouvelles techniques d'information et les nouvelles technologies. Je pense que M. Bouchentouf, qui a développé une ferme expérimentale, pourra nous parler de l'intégration de ces nouvelles technologies dans ces exploitations, puisqu'on a affaire aujourd'hui à des générations d'Oasiens de plus en plus instruits, diplômés, qualifiés, parfois. Il y a donc cette valorisation, cette requalification des savoirs, savoir-faire. Donc évidemment, dans cette espèce de valorisation, c'est aussi la conservation de notre patrimoine, c'est la diversification des variétés, c'est voilà. Autre point qui peut participer à la relance, c'est le soutien financier, technique, la recherche, très important. Je considère même que au niveau de l'agence de développement qui a été créée, l'agence saharienne, récemment créée par décret, si elle a une originalité par rapport à la NRH, puisque moi j'étais tout à fait étonné de voir une agence qui a les mêmes fonctions que la NRH, c'est peut-être intégrer l'ensemble des institutions de formation, de recherche, les observateurs, y compris l'observatoire des Fogara, etc., dans cette institution, mais aussi qui devrait être administrée de façon beaucoup plus ouverte, avec des conseils d'administration ouverts à des acteurs locaux, ouverts à des agriculteurs, à des professionnels, et pas simplement à des administrateurs et à des techniciens de l'agriculture ou de l'hydraulique. Donc, alors évidemment, Idir en a parlé tout à l'heure, c'est intervenir sur toute la chaîne des valeurs, puisque vous savez que l'agriculture saharienne souffre justement des problèmes de débouchés, de commercialisation, des questions de la chaîne du froid, du stockage, du tri, de toutes les normes liées à la mise en marché, y compris sur les marchés extérieurs. Et là, on a un gisement énorme, puisque nous ne commercialisons que moins que 5% de notre production nationale sur les marchés étrangers. Et enfin, je terminerai par, si vous voulez, le modèle de référence d'organisation de cette agriculture oasienne. C'est fondamental. On a un modèle de référence qui a montré sa pertinence, sa capacité de résilience, etc. C'est le modèle familial. C'est le modèle familial. On ne peut pas concevoir une agriculture oasienne sans acteurs qui résident, qui sont dans la proximité de l'exploitation, qui sont rattachés directement, qui mobilisent, très important, à la fois l'emploi des jeunes, mais aussi de l'ensemble du ménage, des femmes. Et vous savez quelle est la contribution aujourd'hui des femmes dans le fonctionnement des agricultures ou de l'agriculture familiale. Et j'en terminerai là parce que c'est une question importante. Au niveau de l'agence, à mon avis, il y a, sur le cadre législatif à améliorer, il y a une administration qui devrait être ouverte, qui ferait participer, contribuer les ménages, mais qui devrait introduire aussi le genre, les femmes, les agricultrices aussi, et vous le savez, qui sont aujourd'hui de plus en plus diplômées. Vous le savez, j'invente rien, il y a plus de femmes agronomes aujourd'hui que d'hommes. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voudrais dire en conclusion, et je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais j'ai essayé d'être synthétique au mieux, et merci de votre attention. Merci beaucoup, Omar Bessaoud. Vraiment, vous avez été, comme d'habitude, très concis dans votre
dans votre intervention. Et je rappelle qu'on a beaucoup travaillé ensemble et en particulier, il y a un ouvrage qui va bientôt sortir. C'est une collaboration entre l'association Torba et la Fondation Filaha. C'est Opis sur l'agriculture saharienne qui regroupe tous les webinaires, les discussions qu'on a fait ensemble depuis bien longtemps, et puis surtout des articles de certains conférenciers d'instituts qui. Vous avez regroupé tout ça et je pense que cet ouvrage va bientôt être édité et ça sera un ouvrage qui sera de référence pour l'agriculture saharienne et surtout oasienne parce qu'on défend le concept de l'agroécologie. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture intelligente et surtout dans le système oasien. Bien sûr, le prochain communicant, M. Bouchentouf, a un exemple réel sur le terrain qui va nous en parler tout de suite. Et je passe la parole effectivement à M. Mohamed Bouchentouf, qui est spécialiste de l'agroécologie en région aride et semi-aride et gérant de la micro-ferme écologique et innovante, la clé des oasis de Timimoun. À vous la parole, M. Bouchentouf. Salam alaikum, merci pour l'invitation. Donc, partant du constat qui a été fait, les contraintes recensées, le bon diagnostic qui a été fait par les trois intervenants, M. Baïs Hadjni et M. Bessaoud, avec bien sûr des pistes d'action et des solutions. Donc, pour la clé des oasis, opter pour de grandes exploitations type agrobusiness, donc c'est multiplier les échecs. C'est aussi soutenir financièrement une agriculture qui est non rentable. Comme l'a souligné Omar, l'agriculture saharienne existe. Elle a existé, elle existe toujours et elle n'a pas à être créée. Elle a besoin seulement d'être prise en charge. Donc, je vais dire, nous consacrons-nous dans un premier temps à la réduction de la part des importations de certains produits agricoles et alimentaires cultivables sur le sol algérien, particulièrement dans les régions sahariennes. Je vais dire aussi, nous consacrons-nous aussi à valoriser ce grand potentiel agricole saharien qui repose dans l'amélioration de l'existant. Et Mohamed Bouchentouf, donc c'est sa troisième carrière sur le retour à la terre, en réfléchissant sur les futurs possibles de promotion d'un modèle agroécologique oasien familial, d'un modèle aussi d'agriculture saharienne raisonnée et intégrée en tenant compte. Je demanderai à monsieur Bouchentouf de parler plus fort. Alors là, je ne sais pas si vous avez... On n'entend pas. Là, vous m'entendez. Il y a un petit problème technique, M. Hadjani, donc on entend quand même, effectivement. Je voulais dire que tout à l'heure, à partir de l'intervention de M. Bessaoud et celle de M. Bouchentouf actuellement, nous essayons de transmettre par phone, que ce soit à M. Soukhal ou bien l'Akhar, tout ce qui est dit. Alors, c'est pour ça que je vous demande de parler un peu plus fort. Ok, bien, merci. Merci. Donc c'est un modèle, je vais dire des modèles innovants agroécologiques. Donc, ça dépend de la taille. Donc, il y a une taille qu'on ne doit pas dépasser. Et ces modèles donc, doivent être adaptés au changement climatique et basés, comme je l'ai dit, sur des principes de l'agroécologie. Et donc, l'idée, là, vous m'entendez encore mieux? L'idée donc m'est venue de se lancer dans un projet pionnier d'amélioration, de préservation, de modernisation, de modélisation, de numérisation d'une exploitation agricole recomposée d'une surface agricole totale de 15 000 mètres carrés. Hein, c'est mieux en mètres carrés. Comme ça, on est dans la microéconomie basée sur les savoir-faire locaux, c'est un capital, sur la science, sur la technologie
et sur le principe d'une économie circulaire. Donc le but est d'inventer l'oasis numérique de demain avec de nouvelles façons de travailler et apprendre ensemble, d'améliorer le travail de l'agriculteur, de produire plus avec moins et protéger, comme l'a été souligné par les trois intervenants, sans nuire à l'environnement. Donc, cette micro-ferme, je vais dire pédagogique, expérimentale, se veut une référence, une véritable plateforme d'apprentissage, de partage d'informations techniques, d'investissement dans la connaissance et de valorisation de l'être humain, de diffusion aussi du progrès technologique et de vulgarisation des bonnes pratiques, visant, bien sûr, comme il a été évoqué plusieurs fois, visant le renforcement de la durabilité des oasis avec une autonomie des agriculteurs. Alors, où est situé ce petit projet, ce micro-projet? C'est au milieu des milliers d'exploitations agricoles de mise en valeur dégradées et en difficulté au niveau du périmètre de mise en valeur de Badriyan Timimoun. C'est à 15 km donc, du chef-lieu de Timimoun, de la commune ou bien de la wilaya déléguée, dans le grand, je vais dire, grand sud algérien. Et c'est une région qui est caractérisée par de fortes contraintes, mais beaucoup plus par la présence d'un potentiel de développement. Donc, avec une méthode de travail, une démarche raisonnée et maîtrisée, un diagnostic rapide et participatif sur ces 15 000 mètres carrés, je sais faire la conception d'une maquette, un plan d'action, de la réhabilitation jusqu'à la numérisation, un budget, un planning de réalisation, le lancement des chantiers, une supervision avec un dispositif de suivi et d'évaluation. Donc là, si vous permettez, cette micro-ferme se veut aussi un véritable moteur de changement, de transformation, de valorisation du métier d'agriculteur, se fixant comme objectif l'accompagnement des bénéficiaires des terres de la PFA, du passage du statut de bénéficiaire de projets de mise en valeur datant depuis plusieurs années à un véritable statut de producteur et je vais dire de petit entrepreneur, c'est-à-dire dans le domaine de la commercialisation, le commercial. Donc là, il faut apprendre à produire autrement, c'est-à-dire mettre au point et diffuser de nouvelles pratiques agronomiques et d'élevage. C'est préparer les agricultrices et les agriculteurs de demain à produire plus durablement, plus efficacement. Se repenser le rôle des petites exploitations agricoles. C'est démontrer qu'il y a des modèles de croissance agricole possibles afin d'assurer une plus grande durabilité, que le renouvellement des générations d'agricultrices et d'agriculteurs est un enjeu majeur. C'est opter aussi pour une exploitation raisonnée des différents aquifères et des nappes. Donc la micro-ferme, la clé des oasis est au service des agriculteurs et elle fera rayonner ce qu'elle a de meilleur, bien sûr avec d'autres acteurs à fournir aux producteurs sur tous les plans, dont l'accompagnement des jeunes, comme vous l'avez cité avant, qui représente un nombre important. Dans le modèle de la micro-ferme, le système de culture des 5 étages ou niveaux va permettre la valorisation optimale des surfaces de culture et va favoriser des complémentarités entre les cultures ou bien les plantes cultivées. Et les bénéfices, sur le plan agronomique, économique, alimentaire, je veux dire environnemental et même social, c'est une économie de terre, une économie d'eau. Pourquoi une exploitation de 5 hectares alors qu'avec 1,5 hectare ou 2 hectares, on peut avoir la même productivité, la même production, les mêmes rendements, la qualité sur une surface de 2 hectares? Pourquoi? Donc, il y a une économie de terre, une économie d'eau, une économie d'énergie, une économie de temps,
une réduction de la pénibilité, une amélioration de la productivité des sols, une amélioration de la productivité des cultures, la création aussi d'emplois, l'emploi familial, et aussi la séquestration de carbone dans le sol, jouant de véritables puits de carbone dans le cadre des gaz à effet de serre. Donc, repensons la stratégie de développement de l'agriculture saharienne et pré-saharienne par le choix judicieux de la taille des exploitations agricoles qui est déterminant pour une meilleure gestion et pour répondre aux différents besoins produits agricoles et alimentaires de la région donnée, parce qu'il y a 14 régions naturelles. Ça, c'est l'étude du PDGRS, j'en parle 2 minutes tout à l'heure, et du pays. Optons aussi pour des modules standards, reproductibles, d'exploitation familiale, de taille, je vais dire, moyenne, entre 20 et 50 hectares. Pour celles de 50 hectares, avec un pivot ou rente frontale de 30 hectares. Pourquoi? Parce que c'est le minimum souhaitable pour amortir la structure et répondre donc au débit du forage. Et la concrétisation donc d'un parc composé de 50 chefs, je vais dire, d'entreprises agricoles ou ménages. C'est des chefs, c'est des ménages, des familles, soit un périmètre agricole de 2000 hectares à rechercher. Donc on pourra, à travers la recherche, à travers de véritables études pédologiques et non de simples quadrillages sur des cartes, donc identifier ces périmètres de 2000 hectares qu'on peut reproduire avec les aptitudes des sols, etc. Donc tout repose sur les études pédologiques. Le choix judicieux aussi des cultures sont les éléments déterminants du cycle de l'eau et de l'état de santé des sols. L'agriculture saharienne est une agriculture de régions arides qui doit tenir compte des exigences écologiques et des risques climatiques. Valorisant, je prends le cas de la qualité des oasis, on a essayé des semences locales. Valorisant les semences locales. Il y en a des lentilles, il y a les fèves, il y a toute une gamme de... Se référer à l'étude du PDGDRS 96-2000, un outil qui a été conçu donc pour le suivi, le pilotage, l'aide à la décision et de planification régionale, dont je propose une actualisation après 20 ans. Il va permettre, donc cet outil va permettre de situer le moment présent, le comparer à la vision initiale de cela fait 20 ans et aidera à la décision pour les choix ou les prochains choix à opérer. Je vous invite donc à venir découvrir le Gourara ou l'Oasis Rouge avec ses richesses, son patrimoine historique, culturel, écologique, agricole, touristique, environnemental. Découvrir aussi le projet de la clé des oasis et des autres projets. Que Dieu bénisse nos travaux pour le bien et le bonheur de l'humain, de la nature, de notre agriculture et de notre pays, en vous remerciant de l'attention portée à ma courte et efficace intervention. Merci. On vous remercie beaucoup, M. Bouchentouf, par votre réalisation de cet exemple de valorisation des oasiens, des cultures au Sahara, avec votre ferme, disons, agroécologique de Timemoun, qui utilise bien sûr les nouvelles technologies et est à visiter. On viendra, Inch'Allah, un jour passer la voir en réalité, comment aller sur le terrain, etc. Eh bien, je passe la parole maintenant à monsieur Abdullah, professeur Kemassi, qui devait intervenir tout à l'heure derrière l'intervention de M. Soukhal et qui est branché. Je pense que vous êtes connecté, M. Kemassi. J'active votre micro et c'est à vous. Activez votre micro. Donc, merci beaucoup. Alors, M. Abdullah Kemassi est enseignant-chercheur, laboratoire ECOSIS à l'Université de Ouargla.
Allez-y, c'est à vous, hein, monsieur. Vous m'entendez, monsieur Kemassi? Entendez bien. Monsieur Bessaoud. Oui, je vous entends là. Allez-y. Vous pouvez intervenir. OK. C'est bon? Ah, il y a un petit problème technique encore. Monsieur Kemassi est parti. Il a avoir ce problème de connexion il est à Ouargla, bien sûr. Et donc, la connexion ne doit pas être très bonne. Alors, on attend qu'il revienne, ou bien on va passer au panéliste suivant, qui est donc monsieur le professeur Azim Meklish. Alors, monsieur le professeur Azim Meklish, vous êtes là, vous êtes présent. Attendez, voilà, monsieur Meklish. Monsieur Meklish. Oui, oui, très bien. Alors, je vous présente, c'est spécialiste en céréaliculture, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agronomie. Lui, il va nous parler sur la leçon des premières fermes pilotes agricoles algériennes dans le Sahara. Voilà, c'est à vous, monsieur. Mais merci, monsieur Benzman. Donc, un tout petit moment, là, j'ai un petit peu... Là, on vous entend bien, c'est bon. Hein? Oui, oui, mais là, j'ai un problème de la présentation. Attendez, Ah, vous voulez faire une présentation, donc il faut partager l'écran. Il faut que je fasse voilà, ça. très bien, voilà. Très bien, voilà, très bien. Alors, il faut que je trouve un texte. Voilà, là, je fais une bêtise, là. Hein. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, tout à l'heure, ça marche. Non, il faut que je quitte. Ah non, j'ai un petit problème. C'est pas votre présentation, ça? Non, 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 je vais attendre 2 secondes. Vous devrez sur le bureau et partager l'écran. Et quand vous partagez l'écran, voilà. Vous allez voir, vous allez cliquer sur votre. Attends, il était pourtant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Voilà, c'est ça. Il faut tout d'abord ouvrir la présentation. Oui, oui, c'est ouvert justement, c'est ça. Ah là là. Il faut l'ouvrir, effectivement. Oui, oui, c'est ça. Voilà, je reviens Zoom. Comment ça se fait? Ah, où est-ce qu'il y a les présentations? Oui, pourtant, tout à l'heure, j'ai fait son problème de présentation. Oh là là. Je m'excuse là parce que là, c'est les aléas du direct. Non, tout à l'heure ça a très bien marché. Et voilà, elle est là, la présentation. Voilà. Et c'est pas ça qui passe. C'est ça qui va présenter. Alors, je rappelle, vous voyez cliquez pour. Vous voyez ça? Non, mais il faut en bas, vous avez un petit carré vert, vous partagez l'écran. Sinon, on ne voit pas. Vous appuyez sur partager l'écran. Oui, oui, voilà. Attends, oui, je comprends. Alors, voilà. Hein? C'est vous qui allez partager l'écran. Donc, voilà, oui. Alors, là, normalement, ça devrait aller. C'est bon. Alors, partagez l'écran. Partagez en bas. Cliquez sur le petit onglet vert. Ça marqué partager l'écran. Oui. Vous n'avez pas vu? C'est ici, là, partager l'écran. Écran partagé, ça y est. Donc, je choisis. Appuyez 2 fois, cliquez 2 fois. Voilà, bon, là, maintenant. Voilà, très bien. Vous voyez? Voilà, très bien. Et bien, voilà. Très bien. 2 secondes, parce que là, c'est bon, je vais commencer. Donc, à vous. Oui. Je m'excuse. Donc, voilà, je suis Meklish, enseignant à l'École nationale d'agronomie. Je vais vous parler de la leçon des premières fermes pilotes agricoles algériennes dans le Sahara. Au début, j'ai prévu de parler uniquement des fermes pilotes de... c'est bon, leçon de Gasset. Oui,
Très bien. J'ai ajouté un exemple qui complète le premier, c'est-à-dire pour bien comprendre les problèmes dans la grande agriculture saharienne, la grande agriculture donc il y a par pivot, j'ai cité deux exemples, les fermes pilotes d'État et l'agriculteur privé qui a débuté à peu près en même temps. Donc les fermes pilotes ont été créées en 1987, clé en main par une société américaine. Très brièvement, nous avons, si vous voulez, 2040 hectares pour les deux fermes de 20 pivots de 52 hectares. Et on a une ferme de Faïtibag, donc 1020 hectares, et Gassetouil, la même surface, et on voit des débits moyens de 1000 litres seconde. Et dans le sud, on sait qu'il faut 1 litre seconde par hectare. Donc, la base vie est très confortable. Donc, les gens qui étaient là-bas étaient heureux de vivre, de travailler. Et surtout, ce qui nous frappe lorsqu'on visite l'exploitation, c'est qu'il y avait un matériel agricole adéquat. Moi, je vais citer uniquement la puissance de traction qui est très importante. Largeur de travail aussi, très importante. Pour la moissonneuse-batteur, par exemple, c'est 8 mètres par la barre de coupe, 8 mètres de large, alors que nos moissonneuses-batteuses actuelles, c'est 3 à 4 mètres. Et surtout, ce qui est indispensable dans l'agriculture, dans ce qu'on veut créer, investir dans le Sud, il faut un atelier de maintenance sur une grande surface et bien équipé. Et je peux aussi témoigner que l'encadrement de l'époque était compétent, engagé et volontaire. Alors, il faut... voyons, donc, nous avons des conditions réunies pour réussir. Mais voyons aussi les conditions naturelles. Ici, le climat, ici, au sud, c'est la température qui est le facteur déterminant. On voit que de décembre à mai, pendant la période du cycle de développement de la culture de blé, les conditions sont extraordinaires, sont très favorables. C'est presque, c'est comme le nord, ce n'est pas mieux. Donc, le climat très favorable, du point de vue température, puisque l'eau on l'apporte, et le rayonnement encore, il est encore plus favorable, et vous avez des sols, malheureusement, extrêmement sableux, plus de 90% de sable. Je crois que c'est le cas de tous les sols du Sahara, un peu de limon, jusqu'à 8%, et très peu d'argile, qui est le lien entre les particules. Malheureusement, il y a très peu d'argile, ce qui nous donne un sol extrêmement perméable et avec une capacité de rétention d'eau très faible, et ce qui implique une gestion extrêmement méticuleuse de la fertilisation et de l'irrigation. Et c'est important aussi de connaître les propriétés chimiques du sol. On voit, c'est des sols très pauvres en phosphore, assez pourvus quand même en potassium. Ici, on voit que c'est un peu faible, mais souvent on trouve des excès de potassium dans le sol. D'ailleurs, les premières années, on a toujours fait des cultures de blé sans apport de potasse. Et ce que j'ai encadré ici, ce sont les teneurs en oligo-éléments du sol. Le manganèse, le zinc, le cuivre, ils sont insuffisants. Et d'ailleurs, et même dans le nord, on retrouve une déficience en oligo-éléments et évidemment un pH élevé qui implique des difficultés pour la fertilisation, la nutrition des plantes. Pour le forage, lorsqu'on analyse l'analyse chimique de l'eau du forage, on voit qu'il y a du calcium, il y a du magnésium, mais il y a du sodium et du chlore, mais on a aussi du soufre qui est très intéressant pour la culture. Du soufre et même de nitrate. Voilà. Alors là, de toute façon, pour tirer une leçon de ces fermes pilotes, j'ai préféré prendre uniquement la ferme de Gassetouil, où on trouve des problèmes de sel. Donc, on a fait des forages albiens, donc ça descend jusqu'à 1200 mètres de profondeur, et vous avez le premier forage, 3,2 grammes par litre de sel qui est intéressant, mais les trois autres, c'est plus de 5 grammes par litre
plus de 5 grammes par litre, ce qui fait qu'on ne peut pas faire des cultures, du moins le blé, avec cette concentration de sel. Et puis les forages du mieux plus sain, ils ont une teneur quand même assez intéressante pour les grandes cultures. Et ce qui frappe aussi, lorsqu'on arrive dans ces exploitations, on voit la disposition des pivots de façon extrêmement rationnelle. Vous voyez, tout est concentré dans un seul endroit. Au milieu, il y a la piste et les conduites d'irrigation, et vous avez les forages qui sont réalisés ici. Donc ici, pour faire vite, il y a le premier forage en vert, donc c'est le forage dont l'eau est bonne, et les deux autres, l'eau est salée. Et vous avez aussi les forages du Myo-Pliocène qui ont une eau de bonne qualité. Voilà donc ça. Et maintenant, pour essayer d'expliquer un peu, pour comprendre ce qui s'est passé, je suis obligé d'insister un peu sur l'évolution des rendements. Il s'agit du blé tendre dans la ferme de Gassetoué. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La première année de production, on est arrivé à un rendement moyen de 40 quintaux à l'hectare. Immédiatement, l'année suivante, on a les rendements, bon, évidemment, le rendement moyen est descendu à moins de 25 quintaux à l'hectare. C'est là qu'il c'est intéressant de savoir pourquoi cette chute brutale du rendement. C'est parce que dans l'exploitation de la ferme, on a intégré les 3 forages salés, où l'eau est salée. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsqu'on essaie de comprendre, beaucoup de gens, lorsqu'ils essayent de comprendre les causes de l'échec de Gassetoué, on pense immédiatement au problème de sel. Effectivement, lorsqu'on irrigue avec une eau salée, c'est tout à fait normal. Mais si l'eau est correcte, comme les autres forages, on a des rendements intéressants. Vous voyez, donc en 3e année, on obtient des rendements supérieurs à 45 quintaux à l'hectare, uniquement en supprimant les forages où l'eau était salée. Donc, vous voyez, on peut dire dans les premières années, c'est une réussite pour la production du blé. Ici, il faut insister aussi, ce sont les variétés des semences. Et on va voir, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est le même problème qui se retrouve. Ici, ce sont des semences d'origine américaine, indemnes de mauvaises herbes. On ne trouvait aucune graine de mauvaises herbes. Donc, d'ailleurs, nous, en tant qu'étudiants, lorsqu'on a visité ces exploitations, on se disait que quand même, il n'y a pas de mauvaises herbes, donc ça veut dire que les mauvaises herbes ne poussent pas. On était vraiment partis à côté. Et vous voyez donc, mais par la suite, on a supprimé les variétés des semences américaines, on les a supprimées, et on a pensé qu'il fallait produire des semences de blé pour le nord. Donc, on a ramené les semences du nord vers Gassetoué et vers Faït-el-Bagel. On a ramené, malheureusement, ce n'est pas les variétés de blé qui étaient mauvaises, qui n'avaient pas un bon potentiel, plutôt, les semences étaient pleines de graines de mauvaises herbes. Dès la première année, on a une chute importante du rendement. Et par la suite, évidemment, on descend, c'est une descente aux enfers, parce que la première année, vous avez des semences de mauvaises herbes, et chaque pied de mauvaises herbes va donner des quantités de graines inimaginables parce qu'il y a des conditions extrêmement favorables. Vous avez température, vous avez l'irrigation, vous avez la fertilisation très poussée. Donc, on a immédiatement, c'est devenu du gazon. Je vais vous montrer des images tout à l'heure. Et en 1995, donc l'Institut national agronomique, on est rentré en collaboration avec les fermes pilotes en 1994. Donc, les premières étudiantes qui ont été là-bas, on a la première des choses, bon, on a regardé ce qui se passe au niveau des mauvaises herbes. Regardez, c'est des chiffres inimaginables.
on trouve jusqu'à 20 000 pieds de brome par mètre carré de brome dans les zones où le brome est dominant et 86 000 pieds de phalaris. C'est énorme, ça dépasse tout entendement. On ne pouvait même pas imaginer qu'on pouvait se trouver dans cette situation. Voilà. Donc, et c'est ça la cause principale de la chute des rendements. Et je vais vous montrer deux images aussi de mauvaises herbes. Regardez ici, ça c'est le fameux brome. Le brome qui n'existait pas lorsqu'on était étudiant. Donc, dans les années 73, nous, on cherchait à la loupe dans le nord hein, pour trouver un pied de brome. Et maintenant, après, quelques années après, tout le nord d'Algérie était envahi par le brome et le sud. Et c'est une plante qui n'avait pas d'herbicide sélectif à l'époque et qui a un développement, une concurrence énorme. Dès qu'elle s'installe dans votre champ, vous pouvez dire adieu à la culture du blé. Pour vous montrer un autre exemple, pour montrer que les mauvaises herbes, ça c'est une espèce banale, le chrysanthème, mais si vous ne désherbez pas à temps, regardez, il n'y a aucun grain de blé qui puisse être, on ne peut rien produire. Voilà. Et là, je voudrais aussi montrer, là ce n'est pas une photo prise au niveau de Gassetwil, mais c'est une ferme qui n'était pas loin. Et regardez lorsque on ne réussit pas son désherbage. Déjà, cette année-là, il n'y a aucune production. Et à Gassetwil, c'était pire que ça. Donc voilà, ça explique que une simple négligence, une simple erreur humaine des semences, on n'a pas traité les semences, on n'a pas utilisé les semences comme il se doit, on a pénalisé énormément l'agriculture saharienne. Voilà. Donc, vous voyez, 3 années de suite catastrophiques parce que aussi, il y avait... au début, on n'a jamais imaginé qu'il fallait désherber au sud. Donc, une fois que les gens ont pris conscience, il n'y avait pas d'herbicide efficace disponible. Et puis, même s'il y avait des herbicides efficaces, la population de mauvaises herbes est telle que c'est impossible de nettoyer la culture. Et à partir de 1994, à partir de cette année-là, tous les efforts, toute la stratégie des responsables a été faite pour maîtriser les mauvaises herbes, pour diminuer au maximum le stock de mauvaises herbes qui étaient dans le sol. Je vais vous donner les techniques après, comment on fait. Et voilà, donc immédiatement après, il y a aussi des molécules de mauvaises herbes qui étaient plus efficaces qu'elles qui étaient disponibles. Vous voyez, le rendement est remonté rapidement. On retrouve plus de 40 quintaux à l'hectare. Malheureusement, donc, fort de ce bon résultat, en 1995, tous les responsables des deux fermes ont mis tous les moyens pour améliorer le rendement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a augmenté le nombre on a commencé la prérogation beaucoup plus tôt, on a fait lever les mauvaises herbes, les détruire plusieurs fois, et on a essayé de semer à temps, c'est-à-dire semer à temps, c'est à partir de la mi-novembre et finir à la fin de novembre. Malheureusement, cette année-là, ça a coïncidé avec l'interdiction d'utilisation des ammonitrates pour des raisons de sécurité. Et on a remplacé l'ammonitrate par l'urée. Et le temps que l'urée arrive du marché international, c'était arrivé au mois de février. Nous, on était présents en février, et ce qui fait que en 1996, il n'y avait plus de production. Et ça veut dire que les dettes accumulées pendant les 3 premières années et cette année-là ont fait que les fermes ont énormément souffert. Donc, je voulais vous donner un exemple d'itinéraire technique parce que c'est celui-là en gros, c'est celui-là qui a été vulgarisé à travers toute l'Algérie, qui continue à être utilisé par la plupart des agriculteurs performants. Donc, on pratique l'incinération des champs, une pré-irrigation et puis plusieurs façons culturelles, superficielles pour favoriser la levée des mauvaises herbes.
une fois qu'on arrive on fait lever les mauvaises herbes, on les détruit, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a, et puis on a apporté à l'époque 4 quintaux de TSP. Vous voyez donc la fertilisation est très simple. On a apporté 4 quintaux de TSP à l'hectare, et voilà, voilà. Et puis, on pratiquait obligatoirement un désherbage total juste avant de semer. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas perturber le sol par un travail du sol superficiel. Donc, on détruit les mauvaises herbes par l'herbicide et on sème dans ce champ de mauvaises herbes détruit par l'herbicide avec des doses préconisées à l'époque très élevées, 2,5 quintaux par hectare. Et un soin particulier doit être apporté à la fertilisation azotée puisque c'est fait par pivot. Voici à peu près comment pratiquer la fertilisation azotée, tout en faisant, comme c'est apporté par pivot, on arrivait à dissoudre à peu près, on arrivait à apporter 3 à 4 unités par jour. Ce qui fait, il faut irriguer tous les jours, même si ce n'était pas nécessaire. L'irrigation, ça c'est très intéressant pour les gens qui veulent voir, par exemple. Et là, c'est les chiffres réels utilisés parce qu'il y a chaque fois, au niveau de chaque pivot, il y a des compteurs. On sait la quantité d'eau utilisée. Et voilà à peu près. On a les 3 premiers mois, il n'y a pas suffisant, on peut dire que c'est raisonnable. À partir de mars, on arrive presque à 200 mm par mois, et avril, c'est près de 350 mm. Ce qui fait qu'on arrive à 800 mm pour une production d'une culture de blé dans la région. Voilà. Donc, rapidement, qu'est-ce que quelle est la chose la plus importante à retenir? Bon, malheureusement, les 2 fermes ont été abandonnées parce que là, il y a des positions politiques, des positions administratives, il y a énormément de choses dont on peut parler, bien que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent le projet de Gassetoul. Les objectifs étaient vraiment ambitieux. On voulait mettre en valeur 32 000 hectares avec plusieurs culture, la luzerne, le cartam, le blé, l'arachide, etc. Même la betterave sucrière, ce dont je doute fort pour la betterave sucrière. Voilà, donc, à mon avis, ces fermes ont été abandonnées parce qu'on les a jugées comme étant des fermes, pas des fermes expérimentales, dont les résultats sont très utiles pour l'avenir de l'agriculture saharienne, c'est-à-dire la grande agriculture, pas l'agriculture oisienne. Et aussi l'erreur qui a été commise, qui continue à être commise par l'État algérien jusqu'à au jour d'aujourd'hui, c'est l'absence totale de l'intégration de l'université algérienne. L'université algérienne, elle évolue dans ces mondes parallèles. Il y a l'université et il y a le monde économique. Et là, à ma connaissance, aucun pays n'a pu se développer sans la participation de l'université. Peut-être un point positif. Ce qui est intéressant aussi à signaler, c'est qu'en même temps, ces fermes pilotes d'État étaient gérées dans les conditions dont nous avons parlé. Il y avait d'autres agriculteurs qui sont lancés en même temps et qui suivaient de près les techniques de ces fermes. Et je vais vous citer donc un exemple très rapidement parce que le temps. Oui, le temps qui commence à. Oui, qui commence à aller vite, oui, justement, c'est ça. C'est prévu avec les retards. Oui, c'est très, très rapide, mais sans ça, ça sera difficile de bien comprendre ce qui s'est passé à Gassetoul. Donc, ici, c'est la ferme de Mlaham Souhdjal. On regarde l'évolution des rendements. Moi, je me suis arrêté en 2013, mais je sais ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, la première année, un rendement acceptable, 40 quintaux à l'hectare. Et puis, une chute, une diminution, et cette diminution est due uniquement au problème de mauvaises herbes. Pas de problème de fertilisation, pas de problème, c'est le problème de mauvaises herbes. La fertilisation est toujours la même.
regardez comment la descente, donc de 40 cantons, est descendu rapidement à 10 cantons et moins. Donc, c'est déjà, ici, l'agriculteur est déficitaire. D'ailleurs, il allait abandonner la production des céréales. Heureusement, donc ici, regardez l'exemple. Ici, donc à partir de là, il y a l'Institut national agronomique qui a été sollicité par l'agriculteur pour, comment on appelle ça, pour voir ce qu'il fallait faire. Donc, la condition que l'INA participe, c'est de recruter un ingénieur agronome encadré, donc formé à l'école et encadré sur place par une équipe aussi d'enseignants. Et regardez, le rendement a toujours augmenté. Maintenant, l'exploitation, 30 ans après, lorsqu'on parle de durabilité, 30 ans après, bon, les rendements sont toujours, à peu près, c'est toujours de 50 et plus au niveau des céréales. Et maintenant aussi, depuis quelques années, on a introduit toujours deux espèces, c'est-à-dire dans la même année, on fait blé, pomme de terre. La pomme de terre nettoie le sol et on améliore les rendements du blé. Alors, donc, je vais aller très vite. Regardez les conditions de sol, pourtant, sont catastrophiques. La première fois que j'ai vu ça, je me dis que c'est de la folie. C'est des sols caillouteux. Regardez, par exemple, voilà, c'est un sol, c'est un pivot. C'est le sol irrigué. Donc, c'est une dalle rocheuse qui couvre tout le pivot. Tout l'ensemble, et le sol, au fur et à mesure, avec le temps, le sol va être constitué par le sable qui est apporté par le vent, et on obtient un sol extrêmement intéressant, et surtout pour et la dalle va servir d'obstacle pour l'infiltration de l'eau. Voilà. Et regardez la qualité des semences. Ici, c'est une photo prise directement dans la trémie du semoir. Aucune graine de mauvaise herbe. Et c'est la seule condition pour réussir l'agriculture. Bon, il y a ça. Il y a, bon, ici, aussi, nous avons introduit le semi-direct. Voilà, donc ici, les graines sont ici, vous allez voir. Semi-direct, donc rapidité d'exécution, uniformité de profondeur de semis. Voilà, ici, donc là, c'est un pivot d'orge, de sorgho fourragé récolté jusqu'à la fin octobre. Et puis, on a fait 2 récoltes par an. Et malheureusement, les premières années, parce que moi, j'ai eu la chance d'être dans le sud depuis 1993, la première année, c'est très rare de trouver un pivot qui fonctionne avec la pression de service demandée par le fabricant et le débit qui convient. Voilà, donc voilà. Et je vous montre l'organisation des chantiers. Évidemment, on doit semer même la nuit, c'est là pour réussir, parce que la période de semis est courte. Et bon, pour ceux qui connaissent, là, c'est lorsque le semis, la profondeur de semis est fondamentale dans le Sahara. Il faut semer en surface. Les Américains, dans leurs documents, ils ont laissé 1,33 mm. Vous voyez la précision. Et avec le semoir de semi-direct, on arrive à maîtriser la profondeur de semis. Regardez la vigueur du coléoptile parce que c'est resté en surface. Et voilà, donc parcelle précédent, sorgho fourragé, donc très propre. Voilà l'uniformité de la levée. C'est la même parcelle quelques mois au talage. Regardez la levée impeccable, très propre. Et là, et je ne vous cache pas, pendant quelques années, on était obligé de brûler tout le pivot parce qu'il était envahi par le brome. La culture donc 50 hectares, 100 hectares brûlés à 100%, pas un grain de blé, mais avec le suivi des techniques, la présence d'ingénieurs permanents, on est arrivé à, voici donc au stade de débutalage la parcelle de blé, levée homogène, développement homogène, et on obtient des parcelles après extrêmement propres. Regardez, voilà. Ça, c'est uniquement pour vous montrer. N'oubliez jamais que les sols, c'est des sols superficiels. C'est des sols qui sont constitués
par l'agriculteur, c'est-à-dire l'agriculteur, en travaillant le sol, en irriguant, il a permis au sable des dunes se déposer et de former un sable agricole très intéressant. Voilà les pieds. La qualité du grain, donc tout a été raisonné, extraordinaire. Blé dur. Bon, là, je voulais simplement... donc, c'est finalement l'échec de l'agriculture saharienne, c'est plutôt humain que milieu naturel. Donc, personnellement, je suis convaincu que le potentiel est très élevé d'ailleurs. Et j'étais très heureux d'entendre les propositions qui ont été faites. Ça veut dire qu'on veut exploiter le sud. Les potentialités sont énormes. Maintenant, au jour de l'année dernière, par exemple, il y a des agriculteurs qui ont fait des rendements de 90 quintaux à l'hectare de blé dur. Et sans compter aussi la production de maïs fourrage. Il y a des agriculteurs qui ont fait jusqu'à 65 tonnes par hectare de maïs fourrage. Là, je pense que la conclusion, je l'ai déjà dite, et je ne terminerai pas sans montrer ces photos qui sont merveilleuses. La pomme de terre, un champ de pommes de terre, et un plant de pommes de terre, pour ceux qui connaissent, voyez la tige, le diamètre de la tige. Lorsque vous avez une tige de cette façon, ça veut dire que vous allez avoir énormément de pommes de terre, de tubercules. Voilà, c'est des parcelles dans les sols caillouteux à l'origine, et c'est surtout le sable apporté qui a permis d'obtenir ces résultats. Voilà. Le maïs, c'est énorme, on ne se croirait pas dans le Sahara. Ah, là je tenais à tout près à montrer ça. Le maïs, lorsqu'on vous voyez un épi de maïs, aucune fleur n'a été, toutes les fleurs ont été fécondées. Donc, les conditions naturelles sont très, très favorables. Là, j'insiste et je maintiens. Et j'ai fait exprès de vous montrer les sols. C'est des sols absolument, voilà, encore du grain de maïs extraordinaire. Hein. Donc, je vous dis simplement que le milieu, personnellement, je suis sûr et certain, le milieu naturel, évidemment, climat sol est très favorable pour l'agriculture. Je dirais rentable et durable. Durable parce que les exploitations de M. Hadjad, nous sommes à la 30e année, il ne fait que bonifier cette herbe, améliorer les rendements, mais impérativement la présence d'ingénieurs compétents. Tout à l'heure, tout le monde a soulevé qu'il faut la compétence, la qualification, etc. Donc, qu'est-ce qui maintenant, il faut mobiliser les politiques, c'est ce que vous faites, je vous remercie infiniment. Le scientifique, il faut impérativement que l'université soit sollicitée, soit intégrée, impérativement, de gré ou de force. Il faut que l'université algérienne participe à l'agriculture. Et ça, ce n'est que le politique et les scientifiques soient la main dans la main pour rassurer l'investisseur. Évidemment, l'investisseur, il y a de l'argent à gagner de face. Aucune usine industrielle ne peut ramener autant d'argent que l'agriculture saharienne lorsque tout est maîtrisé. Évidemment, le volet, comment on appelle ça, eau, épuisement de la nappe phréatique, ça c'est un autre domaine. Nous, sur le plan agronomique, nous sommes persuadés, nous sommes sûrs que le potentiel, tout le monde a dit, je suis très heureux, est considérable. Il suffit de réunir les acteurs pour faire quelque chose de magnifique dans le Sahara. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Meklish. Je crois que votre communication est très encourageante dans la mesure où elle